Alors bonjour à tous. Donc je vous présente Thierry Nadizic, qui est professeur à l'école de management de Lyon, campus Paris, qui est chercheur en sciences du comportement organisationnel, qui a publié beaucoup d'articles et notamment un ouvrage en anglais de référence dans ce domaine. Et je vais lui laisser la parole pour une conférence qui sera suivie par, donc comme pour les autres conférences du cycle, cette conférence d'experts sera suivie par la présentation d'une recherche par Lionel Strub, qui est de l'école de management de Grenoble. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous au quotidien, le juste. Alors quand j'étais enfant, je me suis rendu compte que tous les héros que j'aimais, Robin des Bois, Zorro, étaient plus tard les super-héros, étaient justes. Et j'ai cru que le juste, c'était quelque chose d'incroyable, que seules des personnes avec des super-pouvoirs pouvaient réaliser. Et cette idée, finalement, j'ai mis un petit peu de temps à la remettre en cause par les recherches que j'ai réalisées, notamment en entreprise, pour me rendre compte que le juste, c'est quelque chose qu'on gérait au quotidien. Et en particulier les managers, puisque je m'occupe principalement d'étudier le juste et l'injuste dans le domaine de l'entreprise. En particulier, les managers ont à gérer l'injuste et à produire du juste comme une activité au quotidien. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la manière dont ils s'y prennent et la manière dont les recherches qu'on mène sur le sujet nous ont permis d'identifier comment ils s'y prennent. Voilà donc, merci à Rebecca de m'avoir invité pour parler avec vous aujourd'hui du juste. Alors le juste, d'abord, quand on en parle, c'est... voilà. Quand on en parle, c'est d'abord sous la forme de l'injuste. Donc on va voir d'abord en introduction que pour approcher le juste, très souvent on l'approche par l'injuste. C'est ce dont les personnes parlent d'abord lorsqu'on leur parle lorsqu'on leur demande de s'exprimer sur le sujet. Et puis voilà un peu ce que je vous propose de dérouler ensemble aujourd'hui. C'est une présentation en cinq clés. Alors, on parlera d'abord des processus, du juste, ensuite de l'incertitude, qui est le cœur même de l'intérêt qu'on a pour le juste. On verra que ça permet en fait de faire face à l'incertitude. Et puis on verra trois autres aspects du juste, en plus de l'aspect de ce qu'on appelle les processus. Alors c'est un gros mot, mais on verra que c'est quelque chose d'assez simple à prendre en compte au quotidien. Donc il y a la notion de rétribution juste, ce qu'on a appelé la justice distributive, la relation interpersonnelle, la relation humaine, et la notion de communication de l'information. Donc le processus, la rétribution, la relation interpersonnelle et la communication sont quatre aspects du juste qu'on va dérouler ensemble aujourd'hui, et on conclura par une notion de kit, un petit kit pratique qu'on utilise au quotidien pour gérer ces aspects, notamment dans l'entreprise. Alors le juste au travail, comme je vous le disais, d'abord, quand on parle du juste, les gens s'expriment sur l'injuste. Alors l'injuste a un certain nombre de conséquences lorsqu'on le ressent fortement. C'est un ressenti, on parle de sentiment en français. En anglais, on parle souvent plus de judgment, de jugement, parce qu'on met plus l'accent sur l'aspect
de computation cognitive, mais il a également une très forte dimension émotionnelle, hein, ce jugement. Et donc en français, on est plus proche hein, de la réalité de ce qu'est ce sentiment, hein, ce sentiment du juste ou de l'injuste. Et donc les conséquences sont par exemple, vous voyez à droite, hein, vous avez une image qui représente un burn-out. Voilà, c'est une des conséquences possibles de l'épuisement professionnel, hein, c'est une des conséquences possibles du sentiment d'injustice. Et en particulier, une recherche a montré que lorsque votre manager vous harcèle, ce qui est l'une des formes extrêmes du sentiment d'injustice, hein, enfin du comportement qui produit un sentiment d'injustice, on peut perdre de façon significative plusieurs années de durée de vie. Et par ailleurs, à gauche, vous avez d'autres conséquences du sentiment d'injustice au travail. Les personnes font en général quelque chose avec ça, hein, avec ce sentiment, et elles l'expriment d'une façon, comme vous voyez, qui est plutôt antagonique. Et donc les entreprises se sont aussi intéressées au sujet, non seulement parce que, d'un point de vue moral, hein, il est plus satisfaisant hein, d'avoir des relations justes au travail, mais aussi parce que ça a des conséquences extrêmement négatives à long terme sur le processus de production, sur les résultats, sur la performance dans l'entreprise. Alors ce que je vais vous proposer avant de continuer sur la présentation, c'est de faire un petit travail de quelques minutes. Hein. Vous êtes d'accord pour participer, pour travailler, hein, et pour m'accompagner, hein, pour que je ne sois pas le seul à travailler aujourd'hui. D'accord ? Bon, merci. Alors je sais que votre esprit travaille hein, et vos émotions travaillent aussi pendant que vous m'écoutez, mais je vous propose de faire un travail encore un peu plus actif. Hein. Quand on parle du sentiment du juste ou de l'injuste, très souvent, et lorsqu'on forme hein, par exemple des managers à mieux le gérer, on leur dit d'abord, ce qui est important, c'est d'écouter. Donc d'écouter vos collaborateurs, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Voilà. Et déjà, avant d'écouter les autres, il est bon de s'écouter soi-même. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous proposer de faire tout de suite. Donc je vais vous proposer de vous mettre en binôme, hein, de travailler à deux. Et si quelqu'un voilà, se retrouve seul parce qu'on est un nombre impair, je vais vous proposer de vous mettre à 3, mais l'idéal est d'être à 2. Et je vais vous proposer de prendre 3 minutes pour partager sur une expérience que vous avez eue, alors, au travail ou en famille, hein, ou dans la vie privée. Hein. On se rend compte que le sentiment du juste et de l'injuste déborde évidemment hein, de l'entreprise et concerne nos relations sociales au quotidien, dans d'autres domaines. Donc je vais vous proposer d'échanger sur quelque chose que vous avez vécu, que vous avez ressenti comme très juste ou très injuste. Alors vous choisissez qui parle en premier. Hein, je vais vous proposer 1 minute 5 hein, pour la première personne qui parle. Si la première personne qui parle choisit de parler de quelque chose de très juste, la deuxième personne qui parle par la suite choisira quelque chose de très injuste, et vice-versa. Si la première personne parle de quelque chose de très injuste, je vais vous proposer de parler, vous, de quelque chose de très juste que vous avez vécu. Voilà. Alors, n'hésitez pas à exprimer hein, ce que vous avez ressenti, ce qui s'est passé, les conséquences, comment ça a été réglé, si ça a été réglé, hein, et d'échanger de façon spontanée avec la personne qui est à côté de vous. Alors, on y va. Vous avez votre binôme ? Donc, je vais chronométrer hein, pour que chacun ait le même temps. Et vous y êtes ? Alors c'est parti, 1 minute 5 pour la première personne. Alors pour ceux qui nous regardent en vidéo, hein, je vais leur proposer de faire la même chose hein, que ce que vous faites ici, mais tout seul, avec eux-mêmes. Hein, de se poser des questions sur une expérience juste ou injuste qu'ils ont vécue. Voilà, alors merci. Je vais vous proposer maintenant d'échanger. Donc la deuxième personne du binôme, hein, alors prenez un exemple, hein, soit très juste si la personne qui vient de parler a parlé de quelque chose d'injuste, soit quelque chose de très injuste si la personne qui vient de parler a parlé de quelque chose de très juste. Voilà, 1 minute 30 pour la deuxième personne du binôme. Voilà, merci pour vos échanges. Merci pour avoir pris le temps de partager vos expériences. Alors, on peut passer le micro si vous voulez, si quelques personnes veulent partager quelques mots sur ce qu'ils ont exprimé ou sur ce qu'ils ont entendu. Peut-être pour lancer la discussion, moi j'ai eu un sentiment d'injustice quand j'ai reçu
une contravention indiquant que je circulais dans un couloir de bus, alors qu'au même moment, je n'étais pas dans le couloir de bus, mais que j'étais en réunion et en animation. Et ça s'est terminé par une convocation devant le tribunal de police, parce qu'avec obstination, je refusais de payer, puisque je n'étais pas là. Finalement, ce sentiment d'injustice profond a été réparé, puisque le tribunal m'a donné raison. D'accord. C'était de l'injustice à la justice. D'accord. D'accord. Donc c'était pas vous. Très bien, merci. Voilà, un sentiment d'injustice donc que vous avez ressenti de façon très forte et où vous avez eu l'impression d'avoir raison, ce qui vous a permis de tenir jusqu'au bout. D'accord, merci. Alors quelque chose de très juste que vous avez vécu. Justement, en fait, j'en ai pas trouvé. Et donc je sais pas si j'étais la seule, mais c'était très très difficile. Et plus j'essayais de trouver quelque chose de juste, plus je trouvais des injustices. Donc ça a été difficile. Et après j'en ai trouvé, mais pas par rapport à moi, mais par rapport à d'autres. Très bien, merci. Et alors pour rebondir là-dessus, moi j'ai déguisé des situations qui de prime abord me paraissent pas justes, mais où je me suis dit ça peut être de la justice. Alors je sais pas si c'est juste. Oui, vous avez un exemple ? Non, un exemple tout bête, hein, c'est un patient qui oublie un rendez-vous et qui est revenu après en me proposant de me régler la séance, parce que moi je fais pas régler les séances oubliées, enfin voilà. Et ça m'a fait plaisir de me dire que le patient il avait reconnu son erreur et proposé de la réparer. Mais j'ai pas accepté non plus. Mais en tout cas, voilà. Et alors je sais pas si c'est juste ou pas juste, parce que pour moi la justice ça réfère à des règles, enfin voilà. D'accord. Mais si vous en parlez, c'est que quelque part pour vous, ça relève. Non, mais j'ai cherché, hein, c'est pour ça. D'accord. Merci pour vos partages. En effet, on parle d'abord de l'injuste hein, quand on demande aux personnes de parler du juste. Alors, le juste lui-même a pourtant des effets extrêmement importants. Là, je vous cite, alors globalement, je vous citerai pas toutes les études qui ont été réalisées sur le sujet, hein, mais vous verrez en bas de chaque slide une référence qui représente l'étude dont les résultats sont présentés dans la diapo, pas dans la slide, pardon, dans la diapositive. Voilà, donc ici, c'est une étude en l'occurrence que j'ai réalisée avec Rebecca Shankland et qui nous a permis de montrer que les sentiments du juste ont un lien avec ce qu'on appelle le bonheur ou l'épanouissement ou le sentiment de bien-être subjectif. Hein. Donc les personnes, lorsqu'elles se sentent justement traitées au travail, hein, et on va voir ce que ça représente hein, d'une façon plus concrète, développent des sentiments plus positifs hein, et développent au travail un bien-être qui lui-même est relié à une capacité d'engagement supérieure. Donc l'engagement au travail, hein, c'est le fait de se donner d'une façon avec beaucoup d'énergie positive dans ce qu'on fait et dans les projets qu'on réalise. Hein. C'est ce qu'on appelle parfois aussi les comportements discrétionnaires. Hein. C'est-à-dire que c'est à notre propre discrétion qu'on choisit d'en faire un peu plus. Hein. Ou ce qu'on appelle également les comportements extra-rôles, hein. C'est-à-dire on va au-delà de la fiche de poste. Alors c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour l'organisation, hein, qui a plus de performance in fine, c'est bon également pour la personne hein, qui se réalise mieux dans les projets qu'elle choisit de faire ou qu'on lui demande de faire. Voilà, donc il y a ce cycle positif, hein, ce cycle favorable, qui est produit hein, par le traitement juste des personnes, en particulier au travail. Alors on s'est intéressé au juste et à l'injuste parce qu'on s'est rendu compte que conceptuellement, justement, ça avait cette faculté d'expliquer des comportements défavorables ou favorables au travail. Et pendant très longtemps, on s'était intéressé d'abord aux satisfaisants ou aux non satisfaisants. En pensant que c'était ça qui prédisait les comportements hein, les plus importants au travail. Par exemple, est-ce que j'ai une promotion, est-ce que j'ai une prime, est-ce que j'en ai un peu plus? Et on se rend compte que, effectivement, tout le monde est très heureux d'en avoir un peu plus, sauf que ce n'est pas ça qui prédit le mieux les comportements au travail. Le juste, au contraire, vient apporter un élément qui est beaucoup plus prédictif et beaucoup mieux explicatif de la manière dont les personnes réagissent dans les entreprises. Et en particulier, on se rend compte qu'on peut être traité de façon où on se retrouve à perdre quelque chose qu'on avait espéré, par exemple une promotion, mais si on a l'impression, si on a le sentiment que le système est juste, en l'occurrence que
la procédure, le processus de gestion des promotions est juste, on peut rester insatisfait, bien sûr, parce qu'on n'a pas la promotion désirée, mais les réactions peuvent rester positives, en termes d'estime de soi, par exemple, et également en termes d'engagement au travail. Donc, on peut être triste, mais la tristesse n'empêche pas d'être engagé et d'être dans une disposition positive vis-à-vis de soi-même. Donc, c'est ce dont on s'est rendu compte lorsqu'on a réalisé les premières recherches sur le juste, c'est que ça expliquait beaucoup plus que le favorable ou le non favorable. Et si vous regardez sur ce schéma en haut à droite, vous voyez que lorsque on a un gain qui est injuste, là en revanche, on ne va pas forcément se plaindre, on va rester satisfait. Des études ont montré par exemple que lorsqu'on gagne quelque chose et on sait que ce n'est pas nous qui aurions dû le gagner, on a un petit sentiment de culpabilité, mais il n'en reste pas moins qu'on est joyeux et fier. Voilà. Bon. Donc ça, c'est notre manière de réagir humaine. On est tous humains. Alors maintenant, d'une façon plus précise, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle du sentiment du juste et de l'injuste? Alors d'abord, comme vous l'avez expérimenté tout à l'heure en partageant vos sentiments du juste et de l'injuste, est juste ce qui est perçu comme juste par les collaborateurs, en particulier par les collaborateurs, mais par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc ce sont des perceptions, ce sont des perceptions subjectives. Et donc les recherches s'occupent d'aller regarder les perceptions subjectives des personnes. Alors ce qui est intéressant dans ces recherches, c'est qu'on a quand même réussi à trouver non seulement des conséquences objectives, comme celles que je vous ai présentées tout à l'heure, des comportements qui peuvent être des comportements antagoniques au travail ou des comportements au contraire d'engagement au travail, mais également les antécédents sont relativement objectifs et on va les explorer ensemble, comme par exemple, on le verra, le fait d'avoir voix au chapitre dans une prise de décision. On s'est rendu compte également que plus la situation était difficile, plus les perceptions du juste s'avéraient importantes. Donc le juste n'est pas un luxe, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre. Le juste, au contraire, est au fondement même de la coopération dans les situations les plus délicates. Par exemple, dans une situation de fusion-acquisition dans une entreprise, c'est là que les personnes sortent de leur manière de fonctionner au travail, sort de sa vitesse de croisière et se met en mode... entre guillemets, scanning, c'est-à-dire qu'on se met à se poser à nouveau des questions sur pourquoi on est là, est-ce qu'on coopère, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on s'en va. Et donc c'est dans ces situations-là que le juste est une sorte d'heuristique, c'est-à-dire un petit raccourci qui va permettre de prendre des décisions. Est-ce que je coopère, est-ce que je coopère pas, est-ce que je reste pas, est-ce que j'en fais plus, est-ce que j'en fais moins. Et donc c'est dans ces situations-là que le juste est le plus important. On se rend compte également que à une époque lointaine aujourd'hui, c'était sans doute avant les années 1960, les managers étaient automatiquement légitimes par le fait simplement qu'ils étaient managers. On voit la même chose dans les familles, on voit la même chose à l'école, les chefs de famille, les parents aujourd'hui, le père et la mère, les professeurs n'ont plus de légitimité automatique fondée sur leur simple autorité. Aujourd'hui, l'autorité, c'est quelque chose qui se construit. Cette légitimité se construit par des actions au quotidien et être juste est l'une des manières de réussir à construire sa légitimité. Donc c'est pour ça que c'est devenu important. Alors qu'avant les années 1960, on avait non seulement... Cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Bon, déjà parce qu'il n'y avait pas de recherche encore sur le sujet, en psychologie sociale en tout cas, bien que... dès l'Antiquité, vous aviez Platon qui avait écrit sur le sujet, mais c'est d'ailleurs ces recherches qui ont été reprises au départ en psychologie sociale, mais tout simplement parce que la question ne se posait pas. Voilà, aujourd'hui, la question se pose. Et enfin, bonne nouvelle pour tout le monde, manager les perceptions du juste, c'est quelque chose qui est devenu une compétence sociale qui s'acquiert. Voilà. Donc là, en 3 quarts d'heure aujourd'hui, vous allez avoir quelques bases, mais vous pouvez approfondir le sujet si vous le désirez et vous former au sujet. Certains d'entre vous sont déjà naturellement justes, et puis pour les autres, c'est quelque chose qui peut s'acquérir et se développer. Alors moi j'étais pas très doué naturellement, vous voyez, je me suis intéressé au sujet justement pour développer ma compétence. Bon. Alors j'ai en partie réussi, voilà. Donc c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Bon, certains d'entre vous sont peut-être plus exemplaires que moi, mais voilà, j'ai une petite expérience du sujet aujourd'hui et je me suis bien amélioré. Il vaut mieux que ce soit aujourd'hui que je vous parle qu'il y a 15 ans. Voilà.
Alors, on va démarrer par le premier bloc, le premier grand bloc des sentiments du juste et de l'injuste au travail, qui concerne les processus de décision. Alors, le processus de décision, c'est tout simplement la manière dont on prend une décision. C'est comment est-ce qu'on arrive à décider de quelque chose. Alors, lorsque, en particulier, on a de la voix, c'est-à-dire lorsqu'on a un droit d'expression, une possibilité d'influencer une décision, on a le sentiment que cette décision est plus juste. Voilà. Il y a d'autres critères également qui ont été découverts par les recherches qui ont été réalisées sur le sujet. Est-ce que la décision est appliquée avec constance? Est-ce qu'on décide sans préjugés? Est-ce qu'on se fonde sur les bonnes informations? Est-ce qu'il y a un appel possible? Et est-ce qu'on respecte les règles de morale et d'éthique de la communauté dans laquelle on se trouve? Oui, alors toutes les procédures de décision qui respectent ces critères-là, et en particulier le premier critère qui est le plus important, le plus impactant, qui est le critère qu'on appelle la voix, voice en anglais, qui revient en français dans la notion d'avoir voix au chapitre. Donc si ces critères sont respectés, on aura l'impression que la prise de décision est juste. Ce n'est pas seulement une impression, bien sûr, parce qu'on peut feindre, on peut feindre ces éléments-là, on peut essayer de manipuler, mais comme vous le savez, si on le fait une fois, ça passera. Si on le fait plusieurs fois, et en entreprise, on est voué à travailler avec les mêmes personnes plusieurs fois sur du long terme. Si on le fait plusieurs fois et qu'on voit que c'est pas sincère, il y aura un effet boomerang, et au contraire, on aura des conséquences très négatives. Donc, la procédure de décision qui respecte ces aspects-là est une procédure de décision qui est considérée juste. Exemple. J'ai eu l'occasion de travailler avec un dirigeant dans une entreprise multinationale à la Défense qui venait de prendre ses fonctions et qui avait auprès de lui, rattaché de façon directe, un cadre qui était très autonome et qui était jugé annuellement sur des critères extrêmement qualitatifs. Parce que le précédent dirigeant connaissait très bien le métier et savait juger de sa performance. Et donc sa reconnaissance, ses primes en particulier, étaient fondées sur ce jugement très qualitatif. Alors le nouveau dirigeant lui a dit « Écoute, moi je ne connais pas ton métier, et donc je vais devoir changer mon mode d'évaluation de ton travail, et on va passer à du quantitatif. » Et le collaborateur a réagi de façon très négative. Et il lui a dit « Tu en veux à mes primes ?» Parce qu'il avait un montant de primes assez élevé, et il a eu peur que en fait, c'était une manière déguisée de lui réduire ses primes. Et donc, il a résisté. La situation est devenue un peu tendue. Le dirigeant a réagi d'une façon plutôt en défense, en essayant de se justifier et en expliquant que c'était simplement pour que les choses soient plus claires, mais le malentendu était fixé. Pendant plusieurs semaines, ce malentendu est resté en place et il n'y avait pas de voie de sortie. Et au bout de quelques semaines, ce dirigeant a eu l'idée de demander à son collaborateur de faire lui-même, sur un fichier Excel, la décision des critères sur lesquels il voulait être évalué. De faire des simulations. Et là, ça a débloqué la situation. C'est-à-dire que le collaborateur s'est dit « j'ai la main ». J'ai la main, je peux exprimer la manière dont je veux être jugé par rapport au travail que je fais. Et à partir du moment où ce processus a été lancé, la situation et la tension est retombée. Alors ensuite, il y a eu des allers-retours, c'est-à-dire que le fichier Excel qu'a proposé le collaborateur n'a pas été accepté tel quel. Donc il y a eu une discussion, il y a eu un échange, et les deux personnes sont arrivées à un accord. Voilà. Donc ça, c'est un exemple très concret de ce qu'est la justice procédurale. C'est-à-dire que la personne, le collaborateur, ne pouvait accepter de rentrer dans le processus que s'il avait de la voix. C'est-à-dire s'il pouvait apporter ce qu'on appelle un input ou un intrant dans le processus, et s'il pouvait influencer la décision qui allait avoir un impact sur, en particulier, ses primes. Mais pas seulement ses primes, c'est un ensemble. Voilà. Donc la justice procédurale se révèle au quotidien dans ce genre de prise de décision. Alors, d'autres exemples qui illustrent le même phénomène. Une étude ici qui a été réalisée sur plus d'une centaine de personnes à qui on a donné des objectifs de travail. Et on a, comme on fait souvent en psychologie sociale,
et organisationnelle en particulier. On avait plusieurs groupes, hein, ainsi que des groupes témoins. Et en particulier, là, je vous présente les résultats sur deux groupes. Le groupe à qui on a donné le droit d'expression avant la décision sur les objectifs qu'on allait donner aux personnes, et le groupe à qui on n'a pas donné de droit d'expression avant la décision. Hein, donc, par exemple, votre manager vient vous voir et vous dit « je voudrais que vous réalisiez, que vous chargiez de 10 dossiers cet après-midi, merci de les faire avec le meilleur niveau de qualité possible. » Vous êtes dans le cas où vous n'avez pas de droit d'expression. Deuxième cas, votre manager vient vous voir et vous dit « alors, j'aimerais vous donner un certain nombre de dossiers cet après-midi, je suis en train de réaliser l'allocation sur l'ensemble des personnes du bureau. Combien de dossiers pensez-vous faire ?» La personne s'exprime et à la fin de la discussion, le manager lui dit « j'ai bien entendu ce que vous me proposez, ça m'a amené à réfléchir à ce que je peux faire, je prends en compte également un certain nombre d'autres éléments et je vous donne 10 dossiers à faire. » Donc évidemment, pour que l'étude marche, il faut que le même nombre de dossiers soit donné dans les deux cas. Hein. Sachant que dans la vie normale, il faut évidemment, ça marche évidemment si vous vous laissez influencer par la personne. C'est-à-dire que si vous avez votre idée en tête dès le départ et que vous demandez à la personne de s'exprimer et puis que vous ne l'écoutez pas et que vous lui dites ce que de toute façon vous aviez pensé, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça marche une fois mais ça ne marchera pas plusieurs fois. Là, pour l'étude, hein, il fallait qu'on ait exactement le même nombre de dossiers, le même objectif pour les deux groupes, hein, pour que les deux cas soient comparables. Et comme vous le voyez ici, les résultats ont montré que le sentiment de justice était plus fort lorsqu'on donnait le droit d'expression avant la décision à la personne, et ça avait des implications sur le fait d'accepter l'objectif et le fait de le réaliser d'une façon plus performante. Voilà, alors ce type de résultat, vous le trouvez sur un nombre infini d'activités au travail. Par exemple, dans une entreprise dans l'armement, j'ai été amené à travailler avec un ingénieur qui, lorsqu'il était en retard, demandait lorsqu'un projet était en retard, demandait à ses équipes de venir le samedi. Il leur disait « bon les gars, vous venez samedi ». Alors évidemment, il y en avait un qui arrivait à midi parce que son fils avait football le matin. Il y en avait un qui partait à 14h parce qu'il avait déjà prévu de préparer le repas de famille du soir avec sa famille. Et ça ne fonctionnait pas. Et vous voyez, sur des toutes petites décisions comme celle-ci, la justice procédurale peut fonctionner également. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, il a tout simplement, au lieu de faire une affirmation « venez samedi matin », la fois suivante, il a simplement demandé à ses équipes voilà, « on est en retard, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc quand vous posez la question sous forme, déjà quand vous posez une question, c'est-à-dire quand vous dites les choses avec un point d'interrogation, ça change beaucoup de choses, puisque les personnes peuvent s'exprimer et trouver elles-mêmes la décision qui convient. Alors, ce sont là on est assis, on pense à ces sujets-là, on se dit, tiens, mais oui, bien sûr, comment n'y a-t-il pas pensé plus tôt? Maintenant, si on fait un peu d'introspection sur la manière dont nous, on gère, la manière dont par exemple, vous êtes parent, la manière dont vous proposez à vos enfants de faire un certain nombre de choses, ou la manière dont, à votre travail, vous proposez à des collègues ou à des collaborateurs de réagir, vous voyez qu'on est très proche de ces situations-là et qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on est dans beaucoup d'injustices procédurales. Lorsqu'on demande aux personnes de faire quelque chose, on ne leur demande pas forcément d'abord de ce qu'ils en pensent et comment est-ce qu'ils voient les choses. Alors pourquoi est-ce que la justice procédurale est aussi importante et pourquoi est-ce qu'elle a autant d'effets positifs ou d'effets négatifs lorsqu'on est dans l'injuste? Alors cette question va nous amener à traiter de la notion d'incertitude. On s'est rendu compte que, vous le savez, parce que vous travaillez dans des entreprises qui sont impactées par ce qu'on appelle aujourd'hui l'incertitude généralisée sur les marchés, sur les technologies, les goûts des clients, la manière de gérer les nouvelles générations au travail. Donc Jeremy Rifkin dit qu'on est entré dans la 3e révolution industrielle. Ça représente bien les incertitudes aujourd'hui au travail. En 1963, Crozier avait écrit un livre qui s'appelle « Le phénomène bureaucratique » qui lui représentait au contraire des entreprises extrêmement stables, en l'occurrence c'était la CETA, dans des environnements extrêmement stables, dans lesquels on avait beaucoup moins besoin de justice procédurale et en particulier de voix.
Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de justice procédurale et de voie alors que l'incertitude a augmenté? Justement, parce que on a deux manières de voir l'incertitude. Alors, voilà quelques items, voilà quelques verbatims que j'ai récupérés d'une étude que j'ai réalisée dans une entreprise, dans une grande banque. Vous voyez, à droite, vous avez un certain nombre de personnes qui voient l'incertitude comme une opportunité. Ça ouvre l'esprit, c'est positif, ça oblige au dépassement de soi, ça permet d'être imaginatif. C'est le début d'une aventure. Mais vous avez beaucoup de personnes aussi à gauche qui vous présentent ça comme, au contraire, quelque chose d'extrêmement négatif. C'est source d'inefficacité, ça ne permet pas de bien comprendre ce qui se passe, ça ne permet pas de maîtriser, j'ai pas de garantie, je stresse. Et on se rend compte que on peut passer de la gauche à la droite. On peut passer de l'incertitude vue comme quelque chose d'extrêmement négatif à l'incertitude vue comme quelque chose de plus positif. Et l'incertitude positive, en particulier, apparaît lorsque on donne de la voix et lorsque les personnes peuvent s'exprimer. Vous leur donnez la télécommande. Et ça permet de faire en sorte que l'incertitude est mieux acceptée. On se sent en confiance et on va pouvoir prendre plus de risques dans un environnement plus rassurant. Voilà, l'ensemble des recherches sur le juste montrent que c'est l'un des effets principaux du juste au travail. Ça va permettre aux personnes de se sentir dans un environnement plus rassurant dans lequel ils auront un peu de contrôle, un peu de maîtrise. Et ils ne sont pas complètement perdus dans un environnement dans lequel ils ne comprennent plus ce qui se passe. Voilà. Alors, on vient de voir l'aspect majeur des sentiments du juste et de l'injuste, qui est la notion de justice procédurale. On vient de voir l'une des grandes motivations qui concerne la motivation à la maîtrise de l'incertitude. Et maintenant, je vais vous proposer, pour terminer sur le sujet, de regarder les trois autres aspects, un peu plus rapidement, les trois autres aspects du juste au travail. Et d'abord, l'aspect qu'on appelle l'aspect de justice distributive, qui concerne principalement les rétributions justes, qui est ce dont on parle d'abord, en général, lorsqu'on parle d'injustice au travail. Alors, je vous propose d'abord de regarder, après cette conférence, une petite vidéo sur la manière dont les singes capucins réagissent à l'injustice. Donc vous verrez que c'est extrêmement drôle. Et évidemment, on réagit exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on a un patrimoine génétique commun avec les singes capucins, et en particulier le juste et l'injuste est quelque chose qui est très ancré, très ancré chez les singes capucins comme chez nous. Alors, voilà une manière dont nous on réagit lorsque on a l'impression que le système de rétribution est injuste, et qu'on ne le comprend pas. Les augmentations et les primes, c'est l'un des sujets importants au travail, et on peut être très touché par un sentiment d'injustice à partir du moment où on ne comprend pas la manière dont fonctionne le système. Alors, en quelques mots, l'injustice distributive se joue lorsqu'on compare soi-même et un référent. Ça, c'est la théorie d'Adams, qui est la première théorie du juste et de l'injuste au travail. Bien avant le travail sur la justice procédurale, mais c'est bon d'y revenir simplement pour se rendre compte qu'on fonctionne aussi de cette façon-là. Donc on a ce qu'on appelle les outcomes, c'est aussi les extrants, c'est-à-dire, alors on est un peu colonisé par les recherches anglo-saxonnes, excusez-moi, donc il y a certains termes anglo-saxons qui reviennent dans ma présentation. Donc les outcomes, c'est ce qu'on reçoit au travail, c'est les extrants, et les intrants, c'est ce qu'on donne au travail, c'est ce qu'on appelle les inputs. Et lorsque vous voyez ici un bon ratio, c'est-à-dire on a le même ratio que le référent, on considère qu'on est justement traité du point de vue distributif, du point de vue de ce qu'on reçoit. Alors, vous voyez que lorsqu'on a une inéquité, c'est-à-dire une injustice distributive, c'est parce qu'on s'estime sous-récompensé par rapport au référent. Donc, par exemple, ici, le référent apporte à peu près la même chose que ce qu'on apporte nous au travail, mais on reçoit moins que ce qu'il reçoit lui. Une réaction peut consister à vouloir demander une augmentation de salaire, de façon à rétablir le ratio. Alors c'est une façon extrêmement simple de réagir, mais beaucoup d'entre nous réagissons comme ça. La plupart d'entre nous réagissons en se comparant aux autres. Alors l'ensemble des études en psychologie positive montrent que plus on se compare, moins on est heureux. Il n'en reste pas moins qu'on se compare beaucoup.
Une deuxième réaction possible, ça consiste à diminuer ces inputs, c'est-à-dire à diminuer ce qu'on apporte, parce que ça permet aussi de maintenir le ratio. Alors évidemment, on ne va pas diminuer ce qu'on apporte d'une façon trop voyante. Hein. On va d'abord diminuer ce qu'on a vu tout à l'heure et qui s'appelle l'engagement au-delà de la fiche de poste, hein, l'extra-rôle, hein, ou le comportement discrétionnaire. Hein. Donc c'est d'abord ça qu'on va diminuer. On ne va pas prendre trop de risques non plus. Hein. On va râler à la machine à café, on va râler le soir auprès de son mari ou de sa femme, on va en faire moins, mais on va quand même faire le noyau hein, de ce qu'on nous demande de faire. Mais il n'en reste pas moins que c'est une manière hein, courante hein, de rétablir le ratio. Alors, la justice distributive, c'est quelque chose qui est dans l'esprit de la plupart des personnes, et en particulier de ceux qui fonctionnent plutôt comme des mercenaires. Hein. Si vous prenez des traders, par exemple, on s'est rendu compte qu'ils fonctionnent pratiquement pas avec la justice procédurale. Ils fonctionnent pratiquement uniquement avec la justice distributive. Un point important, c'est la notion de référent. C'est-à-dire que qui est-ce qu'on prend comme référent dans la justice distributive ? En général, c'est un collègue de même niveau que soi-même. Hein. Dans son équipe, hein, qui fait à peu près le même travail que soi-même. Alors, on peut en partie diminuer le sentiment d'injustice en gérant le référent. On s'est rendu compte, par exemple, que les femmes, aujourd'hui, ont un très fort sentiment d'injustice parce qu'elles ont 20% de salaire en moins en moyenne que les hommes hein, pour un job équivalent, alors que dans les années 1960, elles n'avaient aucun sentiment d'injustice alors qu'elles avaient moins de 50% hein, d'écart avec les hommes. Donc la différence, elle vient du référent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle se compare aux hommes, alors que dans les années 60, elle se comparait à d'autres femmes. Voilà. Donc le référent, c'est ça qui fait qu'on aura un sentiment d'injustice plus ou moins fort. Donc en partie, on peut gérer le référent, soi-même ou le référent des personnes avec qui on travaille. Mais gérer la justice distributive est extrêmement difficile, extrêmement complexe, beaucoup plus que la justice procédurale, où là, on peut vraiment donner de la voix aux personnes. Et pour conclure sur la justice distributive, simplement un petit mot sur le fait que les outcomes, c'est-à-dire les extrants, c'est-à-dire ce qu'on reçoit au travail, ce n'est pas seulement du matériel. De plus en plus, les personnes s'intéressent à leur épanouissement au travail, et c'est l'un des critères qui prend de plus en plus d'importance dans leur motivation liée au fait d'être justement traité ou pas. Ils veulent non seulement un travail bien rémunéré, mais on veut non seulement un travail bien rémunéré, mais un travail où on peut s'épanouir. Et je vous propose d'aller regarder, hein, pour un peu plus d'informations sur le sujet, un petit bouquin très très bien fait hein, de Daniel Pink, hein, La vérité sur ce qui nous motive. Alors maintenant, les deux dernières formes du juste au travail, hein, c'est l'interpersonnel et l'informationnel. Alors l'interpersonnel, c'est quoi ? L'interpersonnel, c'est un autre aspect qui consiste simplement dans le fait d'être traité avec politesse, dignité, respect, pas de commentaires déplacés. Hein, récemment, une jeune diplômée hein, m'a dit qu'elle avait été à un entretien pour un recrutement. On lui a demandé si elle allait avoir des enfants bientôt. Et lors d'un entretien de recrutement, c'est un commentaire déplacé, c'est une question déplacée. La sincérité, l'empathie, l'écoute. Voilà. Le soutien émotionnel. Alors, tous ces aspects-là, on sait qu'ils sont importants en général. Enfin, tout le monde ne le sait pas, mais globalement, on commence à le savoir, hein, qu'ils sont importants. C'est le cœur même du management. Sauf qu'on ne sait pas forcément qu'ils produisent des sentiments du juste et de l'injuste et toutes les conséquences qui vont avec, en termes d'engagement ou en termes, au contraire, de travail antagonique. Donc, les recherches depuis les années 1980 ont montré toute l'importance de ces sentiments du juste, hein, qui parfois prenaient plus d'importance que les sentiments procéduraux ou distributifs. Hein, parce que c'est là que les personnes pouvaient se sentir blessées. Lorsque leur patron passe dans le couloir sans les regarder, en les traitant comme des invisibles, hein, c'est là que leur sentiment d'injustice peut être très profond et peut produire des effets extrêmement forts. A l'inverse, hein, quelqu'un qui est sorti d'une entreprise alors qu'il voulait rester, la manière dont se passe cette sortie, notamment les 2 dernières heures hein, de la relation avec l'entreprise, peut être extrêmement prédicteur de la manière dont ensuite il va se comporter vis-à-vis de cette entreprise. Est-ce qu'il va réutiliser les fichiers de l'entreprise pour son usage personnel? Est-ce qu'il va aller en justice contre l'entreprise? On peut avoir des comportements antagoniques même après la sortie de l'entreprise. Alors là, ce que je vous propose également d'aller regarder une petite vidéo si vous êtes intéressé par le sujet, hein, comment construire une relation personnelle juste, et en particulier, hein, c'est une expérience hein, de psychologie sociale sur l'intégration dans un groupe, hein, qui a été
que j'ai réalisée et qui a été présentée sur France 2. Donc vous pouvez la retrouver sur Internet et ça vous montre la manière dont on peut produire des sentiments du juste en incluant les personnes à l'équipe de travail avec une bonne justice interpersonnelle. Alors, plusieurs expériences ont été réalisées sur le sujet. Je vais vous en citer simplement une, qui a été réalisée aux États-Unis dans un hôpital. Vous voyez, vous avez ici 4 cas qui représentent les 4 hôpitaux de l'organisation. Et on a fait un changement dans le système de rémunération qui était jugé injuste. Alors, il avait un certain nombre d'aspects positifs, mais il avait également des aspects négatifs, en particulier tout simplement, la rémunération était abaissée en moyenne pour les personnels. Les aspects positifs, c'est que notamment il y avait une mensualisation qui elle, était quand même bienvenue. Et ce que le chercheur qui est allé travailler dans cette organisation a fait, c'est qu'il a formé les managers, c'est-à-dire les infirmières en chef, il a formé les managers à être plus justes du point de vue interpersonnel. Et il l'a fait à des moments différents, en décalant les dates de formation. Et on a pu ainsi avoir 4 cas. Donc 2 cas dans lesquels il n'y avait pas de changement de rémunération, 2 cas dans lesquels il y avait un changement de rémunération, parce que le changement de rémunération dans les cas 1 et 2 allait avoir lieu une année plus tard, c'est-à-dire qu'il y a eu un décalage. Et de même, il y a eu un entraînement à la justice interpersonnelle dans les cas 2 et 4, mais pas dans les cas 1 et 3, qui eux aussi allaient être décalés. C'est-à-dire que la formation allait avoir lieu 6 mois plus tard. Et voilà alors le cas 4 évidemment est le plus intéressant parce qu'il permet de voir comment des managers justes gèrent une situation injuste, un système de rémunération qui est jugé injuste. Alors la variable ici qui a été étudiée, en l'occurrence, c'est le niveau d'insomnie des personnels, qui est notamment important pour des infirmières qui ont à réaliser un certain nombre d'opérations qui sont importantes pour la santé de leurs patients. Et ce que vous voyez ici, c'est que le cas 3, vous voyez, est un cas où vous avez un changement de rémunération qui est jugé injuste et les personnes réagissent par de l'insomnie. Et le niveau d'insomnie est assez stable sur 9 mois. Alors, ce qu'on voit dans le cas numéro 4, c'est que lorsque les managers ont été formés à être plus justes d'un point de vue interpersonnel, à partir du mois 2, vous voyez une baisse du score d'insomnie, jusqu'au mois 9 où le score d'insomnie arrive pratiquement au même niveau que les hôpitaux dans lesquels il n'y a pas eu de changement de rémunération. Alors, bien sûr, la justice interpersonnelle a un effet extrêmement limité, elle ne change pas la décision. C'est-à-dire que la décision est toujours injuste. Et les infirmières sont toujours en situation de combattre ce nouveau système de rémunération. La différence se fait sur la manière dont elles le vivent. C'est-à-dire que vous soyez, quand vous êtes dans le cas 3, vous combattez la décision et vous avez de l'insomnie. Quand vous êtes dans le cas 4, vous combattez la décision, mais vous n'avez pas d'insomnie. Donc la justice interpersonnelle, vous voyez, peut avoir un certain nombre d'impacts positifs, mais ne va pas fondamentalement changer les décisions de l'entreprise. Mais on voit ici quel type d'impact la justice interpersonnelle peut avoir sur les personnels, qui est un impact non négligeable, notamment en termes de santé. Voilà. Et plus généralement, ce genre d'étude a été réalisé plusieurs fois, et on s'est rendu compte que lorsqu'on formait des managers, c'était l'action principale, et qu'on les laissait manager pendant 6 mois, on repérait ensuite les résultats au niveau de leurs collaborateurs, et on voyait plus de comportements extra-rôles, on a même vu moins de vols dans les usines, moins de démissions, et donc des comportements au travail plus positifs. On a même fait cette étude dans un syndicat, et on s'est rendu compte que les syndicalistes collaient plus d'affiches, lorsque leur manager avait plus de justice interpersonnelle. Voilà. Et le dernier aspect du juste au travail, c'est l'aspect informationnel. Alors, c'est également un aspect qu'on n'a pas forcément toujours en tête lorsqu'on pense au juste, et qui pourtant, d'après l'ensemble des études réalisées, est également un aspect important. Alors ça consiste en quoi ? Ça consiste à expliquer les procédures, à donner des informations dans les délais. Quelqu'un va être sorti d'un projet dans 3 mois, on lui dit tout de suite pour qu'il puisse rebondir. On n'attend pas la dernière minute si on a l'information à l'avance. On clarifie le cadre, on donne la vision de l'entreprise, il y a un contrat psychologique clair entre la personne et l'entreprise, et on s'adapte également aux spécificités de la personne. On adapte sa communication en particulier.
On ne dit pas les choses de la même façon selon la manière dont on sait que la personne va réagir. Alors un exemple là-dessus, j'ai eu l'occasion de travailler avec une cadre qui a été envoyée à Abu Dhabi, et elle savait très bien que son prédécesseur sur le poste avait été sorti de l'entreprise. C'est-à-dire à 11h du matin, la personne était encore responsable de la filiale, à 1h de l'après-midi, elle était sortie de l'entreprise. Alors, globalement, on peut considérer ça comme injuste, et la plupart des gens considèrent ça comme injuste. Et d'ailleurs, le droit du travail français considère ça comme injuste. Et la personne obtient des dédommagements en justice lorsqu'elle va au prud'homme. Il n'empêche que cette personne avec qui j'ai eu l'occasion de travailler me dit à partir du moment où je connais les règles du jeu, c'est OK pour moi. J'y vais et j'accepte la situation. Et si un jour je suis sorti de cette entreprise de cette façon-là, je l'accepterai. Parce qu'on me l'a dit dès le départ. Et donc, vous voyez ici, même si la décision elle-même sera injuste, c'est-à-dire que la personne sera sortie en 1 heure de l'entreprise, alors qu'elle a droit à un préavis, elle a le droit à un certain nombre d'égards, elle a le droit du respect, elle a le droit à un certain nombre de choses, du fait du droit du travail, et puis tout simplement du fait de la morale et de l'humanité minimale qu'on doit aux personnes qui travaillent. Elle sait que dans cette entreprise, elle pourra être sortie et le contrat psychologique est clair. Et ça, c'est de la justice informationnelle. Et ça lui permet d'accepter la situation comme juste. Voilà. Alors, si on va dans des exemples un peu plus simples de la vie quotidienne, par exemple, vous allez chez un ami, vous savez que cet ami a une maison, un jardin, vous ne savez pas que cet ami a un chien, vous arrivez, vous ouvrez la porte du jardin, vous êtes mordu par le chien. Si sur la porte du jardin, vous avez un petit écriteau « Attention au chien », et que vous l'avez vu, vous jugerez juste d'avoir été mordu parce que vous avez pris un risque. Attention, chien méchant. Donc, si vous ouvrez, vous prenez vos responsabilités. Donc, la justice informationnelle vous permet d'accepter ce qui s'est passé. Si, en revanche, il n'y a pas ce petit écriteau que vous entrez, que vous êtes mordu par le chien, vous allez en vouloir à votre ami. Et vous aurez raison, parce qu'il ne vous a pas prévenu. Donc, il n'y a pas eu de justice informationnelle. Mais la justice informationnelle, c'est comme la justice interpersonnelle. Ça ne change rien sur la décision ou sur l'événement. Mais ça change sur ce que vous avez comme information avant. Et ça rend les choses plus ou moins justes. Voilà. Et un élément important pour conclure sur la justice informationnelle, c'est ce qu'on appelle la vision. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille dans une entreprise, on juge juste en général de savoir où on va, d'avoir une vision. Comment est-ce que ce qu'on fait s'intègre à la stratégie générale, et plus que la stratégie générale, c'est où l'entreprise se projette. La vision, c'est ce qui définit la réalité d'une certaine façon, c'est ce qui crée un focus qui permet à chacun de se coordonner avec les autres, et c'est ce qui crée un sentiment d'unité commune. S'il n'y a pas cette vision, on aura tendance à juger que, quelle que soit la décision prise, on aura un a priori de décision injuste. Si dans le grand ordre des choses, on comprend où on va et on comprend comment les choses sont organisées, l'ensemble des décisions qui sont cohérentes avec cette vision seront considérées comme plus justes. D'où l'importance de la vision quand on gère une entreprise. Et en conclusion, je vous propose maintenant de regarder ensemble le kit, le kit du manager juste. Alors, qu'est-ce que fait un manager juste ? Il gère les 4 aspects qu'on a vus ensemble du juste au travail. Donc, si on démarre par la justice procédurale, il va mettre en place des procédures. Alors, le manager n'a pas la main sur l'ensemble des procédures de l'entreprise. Il y a un certain nombre de procédures qui existent au niveau du département, de l'entreprise elle-même, du service, qui sont là avant même que le manager soit entré, mais il a la main sur un certain nombre d'aspects, notamment donner de la voix ou pas. Et puis, il y a des procédures que lui-même va mettre en place ou transformer. Ensuite, vous avez les distributions. Distribution de salaire, distribution de primes, distribution de promotion, distribution également de reconnaissance au travail et distribution de l'intérêt du travail de chacun. Vous avez des managers qui donnent systématiquement les tâches à faire qu'eux n'ont pas envie de faire. Donc là, on s'en rend assez vite compte qu'il n'a aucun intérêt pour l'épanouissement des personnes qui travaillent avec lui. Donc au niveau de la justice distributive, voilà, en général d'ailleurs, ce qui est distribué grâce à des procédures, donc les deux sont reliés. Donc il va gérer cet aspect-là. Ensuite, lorsqu'il va mettre en place les procédures et réaliser les distributions, il va le faire avec une certaine approche.
Une présence, sa porte sera ouverte ou pas, un certain soutien émotionnel, hein, une certaine empathie, une certaine écoute. Hein, et ça sera son aspect justice interpersonnelle. Et enfin, il donnera de l'information. Il donnera de l'information sur les procédures qu'il a mises en place, hein, sur le contrat social, sur la vision. Il créera un cadre dans lequel les personnes pourront comprendre la manière dont les choses s'organisent. Et en jouant sur ces 4 aspects, hein, il pourra produire un sentiment de juste au travail. Sachant que les 4 aspects sont en interaction. Ce n'est pas seulement additif, c'est de l'interaction. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des injustices distributives qui seront compensées par les autres éléments, par les autres types de justice. Et c'est ce qui va permettre de réduire fortement, en particulier la justice procédurale, hein, dont on a vu qu'elle réduisait fortement, hein, la notion d'incertitude. Mais les autres types de justice également, hein, participent, hein, à la réduction de l'incertitude. Et ça permet également, comme on l'a vu, l'augmentation du bien-être et de l'engagement au travail. Alors pour conclure, la justice a également un effet systémique, c'est-à-dire global, hein, et interactif. Voilà. On ne s'en rend pas toujours compte, on a toujours l'impression, et d'ailleurs là je vous ai plutôt présenté les aspects individuels, hein, de réaction, mais en conclusion j'aimerais quand même mettre l'accent sur cet aspect systémique, hein, c'est-à-dire que le juste, hein, c'est aussi de la glu sociale, hein, c'est ce qui permet à chacun ça réduit l'incertitude aussi parce que ça va permettre de savoir qu'on est dans une coopération ensemble pour aller vers un but commun et pour réaliser des projets ensemble. Et c'est ça qui permet d'être tous, hein, dans le même bateau et de savoir que s'il y a un problème à un endroit, ça va nous toucher également. Donc le juste permet de créer cette glu sociale, hein, qui va permettre de prendre compte, hein, de tenir compte de tout ce qui se passe dans l'organisation et d'être solidaire. Et les 4 aspects, hein, du juste ont cet aspect systémique également. Voilà. Pour terminer, alors si vous voulez avoir une autre conférence en anglais sur le sujet, j'ai fait un TEDx que vous pouvez retrouver sur Internet sur l'ensemble des aspects de la justice au travail aussi. Psychologie positive, je suis conseiller scientifique du magazine et vous retrouvez également des aspects sur le juste et plus globalement sur la psychologie positive, à la fois au travail mais aussi beaucoup concernant la vie privée. Et enfin, le bouquin dont a parlé Rebecca tout à l'heure, Social Justice and the Experience of Emotion. Alors, c'est plutôt un bouquin académique, mais qui reprend beaucoup des éléments dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et donc, je vous propose de réfléchir à la manière dont vous pouvez mettre en place vous-même, hein, ces aspects, pour ceux qui ne le font pas déjà, hein, dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Thank you.